Les conflits actuels en Ukraine et au Proche-Orient ne sont pas que régionaux, mais mondiaux, puisqu'ils s'exportent un peu partout sur le globe, notamment en France. On a retrouvé des armes utilisées en Ukraine jusque dans nos quartiers. Comment l'expliquer? L'exportation se fait au sein du peuple français qui se choisit un camp. Est-ce le début de la division de la communauté nationale? Est-ce une stratégie du système afin de garder le pouvoir? À ces questions répondra Jean-Philippe de Garat, avocat et brillant auteur dans Histoire Magazine. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, c'est parti! Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler d'Ukraine, de Russie, du Proche-Orient, de cette exportation de la guerre. Je crois qu'on n'en parle pas beaucoup dans les autres médias, donc on va le faire ici. J'ai 4 excellentissimes intervenants. On va pouvoir débattre tous ensemble sur ces questions dont on parle peu. Mais avant ça, n'oubliez pas la lettre de Géopolitique Profonde. Elle est là, entre mes mains. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous vous y abonnez. Et n'oubliez pas la nouvelle offre, 7 jours d'essai gratuit. Si vous vous y abonnez, allez-y. Alors, à ma droite, Jean-Philippe de Garat. Avocat, brillant avocat, auteur d'Histoire de Magazine, Histoire Magazine que j'aime beaucoup. Voilà, je le montre, il est là, je l'ai entre les mains aussi. La guerre de l'Antiquité à nos jours. Vous êtes auteur ici. Tiens, ce mois-ci, vous avez écrit sur quoi? Dans ce numéro, M. Borowski, je n'interviens pas sur la guerre, mais sur 2 sujets qui sont bien anciens, puisqu'il s'agit des guerres de religion en France, à l'époque de Charles IX, et puis un sujet qui n'a rien à voir avec la guerre, encore que André de Reims et quelques difficultés à la Libération, c'est sur la maison d'André de Reims dans les Yvelines. Alors, avant de vous inviter, on a vu ensemble les sujets sur lesquels on va parler ce soir, et c'est cette exportation de la guerre et cette nouvelle manière de faire la guerre. Voilà ça, 2 sujets dont lesquels on parle très peu. Est-ce que vous avez une idée, le pourquoi, peut-être? Moi, je n'ai pas d'idée, mais il y a des faits. Les dealers d'Aubervilliers ont utilisé une grenade offensive qui a été certainement ramassée de fait du coulage des munitions dans l'est de l'Europe. C'est un fait. On sait également qu'à Grenoble et à Marseille, il y a un certain nombre d'armes qui ne viennent plus de l'ex-Yougoslavie, c'était toujours la mode de dire cela, mais qui viennent de... Vous savez, la guerre, c'est un phénomène singulier. C'est un sujet singulier, d'une autre nature que les autres événements historiques, comme les pandémies, les crises économiques, les renversements d'alliances, les grèves insurrectionnelles ou les assassinats politiques. Pourquoi c'est un sujet singulier? Parce que la situation qui résulte du conflit armé qui a été déclenché et subi par les protagonistes donne toujours lieu. La situation est toujours nouvelle après une guerre et absolument imprévisible. En quelque sorte, on peut dire que la guerre dépasse l'événement. Et il y a un exemple type dans le domaine, j'allais dire presque vestimentaire. Qui aurait imaginé en 1914 que les femmes corsettées de la Belle Époque seraient des femmes telles la Garçonne ou telle mademoiselle Chanel? Ce que je veux dire par là, c'est un exemple tout stupide, mais tout apparent, mais c'est que la situation après une guerre n'est jamais celle que les protagonistes ont imaginée. Et donc, quand vous parlez d'extension
l'extension de la guerre, oui, on peut être, bien sûr, préoccupé par l'extension de la guerre en Europe, parce que je rappelle que l'Ukraine est en Europe, et les effets directs que l'on a pu constater sur la délinquance. Quand vous m'avez présenté par avocat, je ne suis plus avocat depuis un certain nombre d'années. Enfin, on a toujours le titre à vie. Je suis un ancien magistrat et j'ai vu un certain nombre de choses, notamment le coulage, n'est-ce pas, des armes de guerre pendant les guerres en Europe. Oui, mais regardez, le conflit ukraino-russe n'est pas fini. Pourtant, des armes venant de cet endroit se trouvent aujourd'hui en France. Comment on l'explique ? Ben, c'est très simple. Pendant tous les conflits, vous avez une perte plus ou moins totale de la direction des opérations. Je n'ai évidemment pas de précision sur ces faits, mais on peut constater cependant qu'il n'y avait pas dans le grand banditisme d'armes de guerre avant ces années 90 et qu'elles seraient apparues. C'est tout. Alors, on va faire un petit tour de table pour présenter mes invités, et puis on va revenir à notre discussion, tous les deux. Alors, à votre droite, Patrick Pazin, éditeur. Salut mon Patrick, comment tu vas ? Très bien. Bonjour Mike. Bon, toujours maison d'édition, Talma, Novimondi TV. Oui, toujours. Les abonnements affluent sur Novimondi TV. Mais on présente des sujets de plus en plus étonnants, donc oui. Tiens, le dernier sujet ? Justement, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu des bombardements de l'armée israélienne sur Baalbek, au Liban, et on a fait un sujet sur un des mystères les plus intrigants de l'Antiquité, les fameuses pierres de Baalbek, avec des pierres taillies qui font 1650 tonnes. Donc, et là, on a un sujet sur l'eau qui arrive pour la fin de la semaine, qui est vraiment très étonnant. Merci, cher Patrick. En face, nous avons Sylvain Baron, lanceur d'alerte, activiste, auteur d'un excellent livre sur la Révolution. Révolté, t'étais révolté, je le sais. Révolte. Tu as aussi ton reportage là, du Donbass, enfin non, pas d'où déjà ? Non, c'était plutôt dans la région de Zaporijjia. Zaporijjia. Il n'est pas fini. Mais le livre, lui, est presque terminé. Ah, il sort quand ? J'en sais rien pour le moment et je suis encore sur les corrections. GK Édition aussi ? Oui, très certainement. Et je pense que je vais livrer quelques photos, en même temps faire un publi-reportage, quoi. Donc ça, je ne peux pas vous dire quand ça sortira. Bon, je sais que tu as plein de choses à dire et Monsieur Desplat, je suis vraiment très heureux de vous avoir avec nous, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et d'Adolf Hitler. Vous préparez en plus un livre sur les meurtres méconnus d'Adolf Hitler. Oui. Le livre sort le 20 février aux éditions du Cerf. Et ces meurtres sont surtout des meurtres de personnes. Et Hitler passe pour un meurtrier de masse, à juste titre, il n'est pas question de nier cela, mais c'est aussi un meurtrier de personnes et tout cela est cohérent. Il y a une cohérence entre les meurtres de masse, les meurtres de personnes et ses ambitions géopolitiques, son racisme, et toute sa politique qui est imaginée entre 1919 et 1925-26, date du deuxième tome de Mein Kampf. Et donc il y a toute cette maturation qui ensuite va donner la prise du pouvoir et ce qu'il va faire de ce pouvoir une fois qu'il l'a pris. Et vous avez écrit un livre référence sur Bormann. Voilà, Martin Bormann, il est là. Vous êtes auteur aussi sur Histoire Magazine. Oui. J'ai dirigé notamment, il y a quelques années, un dossier sur Hitler, alors plus spécialement sur ses crimes de masse, profitant notamment du travail de Patrick Desbois, sur la Shoah par balle et sur les meurtres principalement de Juifs dans l'Est européen, en essayant, dans une course contre la montre, de recueillir la parole des témoins qui étaient enfants à l'époque et que personne n'avait songé du temps de l'Empire soviétique à interroger.
Et donc, à partir de 1908-1909, 2008-2009, il s'est mis donc à former des équipes avec tout ce qu'il faut, des traducteurs, des caméramens, pour faire parler les personnes qui le voulaient bien, beaucoup ayant refoulé, mais certaines ayant besoin de défouler. Merci beaucoup, monsieur Delplat. En tout cas, je vous inviterai avec très grand plaisir pour votre prochain livre parce qu'il m'intéresse grandement, celui qui va sortir. Alors sur le dossier que j'ai dirigé dans Histoire Magazine, j'ai notamment accueilli deux jeunes chercheuses, Fanny Chassin-Pichon et Marie Moutier-Bitan, qui avaient fait partie des équipes du Père des Bois et qui disent des choses extrêmement intéressantes sur les leçons politiques qu'on peut tirer de la Shoah. Je salue du coup la rédactrice en chef Sylvie, qui franchement c'est un très beau magazine, Histoire Magazine. Franchement, je ne le connaissais pas, vraiment. Histoire Magazine, c'est deux choses. C'est d'une part une revue qui est faite par les historiens. Il n'y a que des historiens, à part un ou deux, dans cette revue. Et il n'y a pas de ligne. Les historiens s'expriment librement sur les sujets dont ils ont la maîtrise. Et c'est un magazine qui est totalement indépendant puisqu'il n'y a pas de publicité. J'allais dire, c'est un peu le canard de l'histoire parce qu'il n'y a pas de publicité et il vit par les achats en kiosque et par les abonnements. Alors oui, il est très riche parce que nous essayons toujours, c'est plus de 100 pages, d'avoir des articles extrêmement variés et des points de vue qui sont parfois un peu détonnants. Par exemple, tiens, un point de vue détonnant. Il y a sur la guerre, la révolution militaire du Moyen-Âge. C'est quelque chose auquel personne ne songeait jusqu'à présent, mais c'est très simple. La guerre de 100 ans a été gagnée notamment à Castillon, donc en 1453, par l'artillerie. Et Bayard, c'est la fin du Moyen-Âge, c'est d'ailleurs même la fin d'une certaine Renaissance, puisqu'il est abattu par une arme à feu dans le dos. Donc c'était absolument inconcevable pour un chevalier de se battre dans le dos. C'était pas franc au sens étymologique du terme. Et donc la mort de Bayard a vraiment frappé les esprits puisqu'il a été abattu dans le Piémont par une arquebuse dans le dos. Est-ce que la guerre que l'on connaît là actuellement au Proche-Orient ou là en Ukraine sort aussi de l'ordinaire? Alors moi je ne parlerai pas du Proche-Orient puisque je ne suis pas... En tout cas de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays, c'est une zone européenne. Je vais tout de même vous dire une chose qui me paraît fondamentale. Les guerres commencent, elles se terminent toujours. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 30 ans. On a connu une guerre de 30 ans en Europe à l'époque de Louis XV. Et ça peut aussi durer 100 ans comme au Moyen-Âge. Mais on est certain d'une chose, ça se termine toujours. Alors, ce qui est terrible dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est que tout le monde sait quelles sont à peu près les données du problème. Donc il y a des mouvements de troupes que d'ailleurs on n'arrive pas très bien à suivre. Enfin, je crois qu'il y a des spécialistes ici qui nous en diront plus. Mais la question fondamentale, c'est pourquoi n'arrive-t-on pas à la paix ou à des négociations sur ce qui paraît une évidence, à savoir une partie de la population qui est russophone ou une autre... Je ne veux même pas rentrer dans le débat de cette table ronde qui pourrait se tenir, mais je trouve hallucinant qu'aucun homme politique dise avec une certaine force que cette guerre a des incidences, comme vous l'avez dit très justement en introduction, sur notre vie. Il n'est pas indifférent de vivre à 1000 km d'une zone. Mais quel homme politique pourrait le faire aujourd'hui? Mais n'importe lequel. Est-ce que le président de la France aurait la puissance et la légitimité pour le faire? Est-ce qu'il serait écouté? Allez-y. La paix en soi, excusez-moi, mais la guerre, ce n'est pas un sujet intellectuel. Ce sont des femmes, des enfants, des hommes, des vieillards qui meurent, et puis ils ne meurent pas tout de suite. Quand vous recevez une poutre sur la tête, vous ne mourrez pas fatalement tout de suite. On a le chiffre comme ça, comme dans un match de football, 24 morts aujourd'hui, ici ou là. Mais ce n'est pas ça la guerre. Les gens sont tellement isolés dans leur bulle, dans notre Occident, qu'ils ne voient pas à quel point elle peut être proche. C'est cela qui me paraît absolument incroyable. L'histoire, c'est quelque chose qui est mis à distance. Mais l'histoire immédiate, elle existe. Nous sommes dans l'histoire immédiate.
Donc le débat sur l'Ukraine, la Russie, c'est quelque chose qui est assez hallucinant tout de même. On laisse faire. Il y a eu des tentatives, hein. Il faut être juste, hein. Même les gens qui ne sont pas adorateurs de notre président actuel reconnaissent qu'il s'est rendu à Moscou. Donc là, on peut dire ce que l'on veut, c'est un fait. Et on ne peut rien contre les faits. Il n'y a pas de politique qui peut se créer contre les faits. Mais à l'heure actuelle, on a une sensation, nous sommes en 2024, ça fait 2 ans qu'il y a la guerre, que ça continue, que ça va continuer comme ça. Oui, mais regardez, il s'est rendu à Moscou. On a vu comment il a été reçu Non, et ça n'a rien changé. Et donc, du coup, ça veut dire que peut-être les politiques n'ont pas ce pouvoir d'amener à la paix. Je ne rentrerai pas dans ce débat. La question n'est pas le résultat, la question c'est la tentative. C'est tout. Après, l'histoire jugera, comme on peut le dire. Hein. Mais c'est hallucinant de penser que nous sommes à Paris, que Kiev ou que le Donbass ne sont pas très loin, et que ce sujet fait partie maintenant, entre un crime d'enfant et un résultat de football, de l'actualité, j'allais dire, alimentaire, avec le journal de 20 heures. L'extension de la guerre d'Ukraine en France, hormis ces armes que l'on retrouve dans les cités, elle se fait comment? Elle se fait par le fait que les gens s'habituent à cette idée. C'est ça le pire. Moi, j'ai grandi dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, où il était inconcevable qu'il y ait un conflit en Europe. Mais inconcevable. Il y a eu la dissuasion... C'est la DDR, quoi, en gros. Non, c'était plus... La der des guerres, c'est la première. Oui, la première. Il y a eu 20 ans après la seconde, mais là, c'était même plus un événement historique, la Seconde Guerre mondiale. Je pense que François Delplat en parlera beaucoup mieux que moi. C'est une conflagration, on se dit, ce n'est pas possible, comment dire, c'est la fin de l'humanité. C'était la première fois tout de même que des dirigeants se suicidaient aussi. Hein. Donc, à la fin d'une guerre, Guillaume II, il est parti en Hollande, il ne s'est pas suicidé, et il a eu une vie à peu près normale après la Première Guerre mondiale. Là, c'était autre chose. Il y a eu Hiroshima, c'était pas en Europe, mais tout de même, l'onde de choc est parvenue jusqu'à nous. Et la dissuasion nucléaire du général de Gaulle, c'était bien ça, il n'y aurait plus de guerre. Il n'y a pas eu de guerre. La crise de Cuba en 1962, qui a été d'une violence et d'un caractère paroxystique, s'est résolue par les armes diplomatiques. C'est-à-dire que vous, qui venez de la génération du baby-boom... Un peu après, mais... Vous vous êtes dit, non, de mon vivant, il n'y aura plus de guerre. C'est pas qu'il n'y aura plus, parce que... En tout cas en Europe. Hein. Je vais peut-être glisser dans l'escalier. Hein, non, mais c'est pas une guerre. Oui, non, mais vous comprenez ce que je veux dire. En Europe, il était inconcevable qu'il y ait une guerre parce qu'elle avait tellement détruit. Il y a eu 7 millions de morts allemands, il y a eu 6 millions de juifs, comme vous le savez. En France, il y a eu beaucoup moins de morts pour des raisons que l'on connaît aussi. Mais enfin, tout de même, 25 millions de Russes. Hein. Donc, c'était les gens se disaient, c'est inconcevable qu'il y ait à nouveau une destruction. Et puis, pourquoi ? C'est surtout pourquoi. Et donc, il y a eu ces années d'optimisme avec les années 50, 60, j'allais même dire la musique que nous avons connue, cet esprit d'ouverture. Et puis, on a senti à partir des années 90, mais là, je sors du sujet de l'histoire, c'est quasiment l'actualité, à partir de la mondialisation, il y a eu un resserrement parce que la mondialisation a détruit, par exemple, la classe ouvrière nationale, que les accords du GATT, que tout ce que l'on sait depuis les années 90 ont détruit beaucoup des piliers de notre société européenne. Donc, à partir d'ailleurs de la guerre en Yougoslavie, c'était la fin de la mainmise, si on peut dire, de Clemenceau qui avait imposé donc la Yougoslavie, qui a explosé devant nous, sans que la France, parce qu'il faut se rappeler le rôle de François Mitterrand, puisse faire quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Sans qu'elle veuille faire quoi que ce soit non plus. Oui, mais regardez... Moi, je suis quand même surpris que vous pensiez qu'il n'allait plus avoir, en gros, de grands conflits, même en Europe. Excusez-moi, mais Hiroshima, Nagasaki... Mais depuis que l'homme est l'homme, il y a des conflits. Et même si, certes, alors il y a l'arme nucléaire qui fait que on n'ose plus trop d'aller dans une énorme forme d'intensité, mais quand même, la nature humaine reste qu'elle est, non ? Le jour où Dijon ou Dax seront détruites par l'arme nucléaire, je pense que nous n'aurons pas le même raisonnement. Mais est-ce que... Alors regardez, on prend l'exemple de l'Ukraine-Russie. La Russie fait la guerre à l'Ukraine. Pourtant, elle n'utilise pas l'arme nucléaire, en tout cas pas encore. Est-ce qu'il est obligé de l'utiliser ?
Non, mais là, vous rentrez dans un débat que je ne maîtrise absolument pas, qui est un débat de soldats, de militaires. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit jamais utilisée. De toutes les façons, vous savez, le fait de s'accoutumer à la mort d'autrui, sans considérer que ces hommes sont nous-mêmes, en quelque sorte, qu'ils soient russes, qu'ils soient ukrainiens. De toutes les façons, quand on est mort, comme dirait Claude Nougaro, hein, la couleur des os est la même. Donc, c'est là le fait de s'habituer à la guerre qui est terrible. Parce que, bon, après, on peut avoir 100 morts, puis 1000 morts, puis après, on peut avoir une bombe nucléaire tactique sur le champ de bataille. On peut également avoir un accident avec les centrales nucléaires ukrainiennes. On a vu, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, que certaines batteries, je crois, je n'en sais rien, ce que je vous dis, je ne l'ai évidemment pas vérifié, mais j'ai entendu... Sylvain l'a vérifié, il pourra vous en parler tout à l'heure. Le fait que certaines armes étaient positionnées près des centrales nucléaires, ce qui les rendait absolument invincibles, puisqu'on ne va pas tirer sur une centrale nucléaire. Détrompez-vous, tiens, Sylvain, tu peux rajouter peut-être un mot là-dessus? Oui, sur la centrale d'Energodar, mais c'était un petit peu la même situation sur Koursk, que les Ukrainiens n'avaient aucun scrupule à tirer sur cette centrale. À savoir quand même qu'au moment où les Russes l'ont prise, la centrale était quand même défendue aussi avec de l'armement ukrainien. Donc il n'y avait pas seulement de l'infanterie, mais il y avait des tanks. Sauf que les Russes n'ont pas voulu travailler à l'artillerie sur cette centrale-là pour éviter justement un accident nucléaire. Donc ils ont joué sur l'infanterie pure. Ils ont réussi à l'avoir et en réponse, les Ukrainiens, eux, jouent des drones et de l'artillerie constamment sur cette centrale. Donc ils n'ont pas de scrupules, c'est vrai. T'as vu? Mais tiens, il a parlé de drones. On avait parlé, nous, ensemble, au téléphone de beeper. Qu'est-ce que cette avancée de la guerre, qu'est-ce qu'elle vous inspire? C'est l'histoire de la guerre. C'est l'histoire de la guerre. Je parlais de l'artillerie pendant la guerre de 100 ans ou de la mort de Bayard. On pourrait parler de Napoléon tout de même. C'est quelqu'un qui a... Dans Histoire Magazine, il y a un article remarquable sur l'organisation, j'allais dire, quasiment administrative de la guerre par Napoléon, qui était vraiment un administrateur, et comment il arrivait à conjuguer tous les éléments. Je pense que François Delplat pourrait parler d'Hitler et de ce que l'on sait sur certains éléments qui n'étaient pas connus jusqu'à présent. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de la guerre, c'est précisément ces avancées, hélas. On a parlé de l'arme atomique. C'est tout de même la Seconde Guerre mondiale, quand vous m'avez posé la question sur le fait qu'on n'imaginait pas une autre guerre, bien sûr que si, puisque la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, moi j'ai grandi dans cette ambiance, si je puis dire, mais jamais on n'a pensé que les Russes ou les Américains allaient lâcher une bombe atomique parce que c'était inconcevable. Et on en sortait. Donc la Troisième Guerre mondiale, il y a eu des livres sur le sujet, mais elle était inconcevable. Alors là, il y a un certain nombre d'avancées, comme vous dites. Il y a les beepers, et c'est l'événement historique de l'explosion des beepers donc au Liban. C'est une avancée, parce que c'est aussi l'intelligence humaine. Comme Oppenheimer avec la bombe atomique, là c'est l'intelligence humaine, toute simple sur cet instrument dont tous nos semblables se servent à l'heure actuelle, qui sont les portables. Il n'y a pas une personne qui n'ait pas un portable sur soi. C'est presque un autre soi-même. Ça veut dire que les portables peuvent devenir à terme des armes? Je n'imagine pas. Moi, je ne suis pas du tout un soldat. Si, c'est possible, parce que les beepers... Je n'imagine pas qu'il n'y ait pas une guerre sans que l'adversaire se serve des portables. Donc, un grand bug me semble la première chose, parce que ça mettrait hors d'état de fonctionner un certain nombre de réseaux militaires, politiques, diplomatiques. Donc, ça me paraît tellement... Et bien sûr, tout ce qui suit. Je voudrais tout de même dire une chose, pour revenir un peu à ce qu'est la guerre, et sur ce que disaient Machiavel et Napoléon. Car sur ce sujet-là, ils disent à peu près la même chose. On pense toujours que la guerre a besoin de pain, d'argent, parce qu'on vit en paix. Et donc l'argent, comme c'est l'argent est la valeur suprême de notre société, on pense que c'est l'argent et le pain. Et Napoléon et Machiavel dans l'art de la guerre, et puis Napoléon dans les conversations qu'il a eues ici ou là, disent pas du tout ça. La guerre, c'est le passage d'une société d'abondance, pour faire court, à une société de restriction. Et un soldat n'est pas un héros ou quelqu'un qui sait se battre, c'est quelqu'un, dit Napoléon, et Machiavel dit à peu près la même chose, qui sait endurer les privations.
Et donc, dans les guerres, d'ailleurs, les Russes le savent très bien. C'est pour ça qu'une guerre contre les Russes, et on en parlait juste hors antenne un petit peu avec François Desplat, il était impossible de gagner. On peut gagner Moscou, on peut gagner Perm, mais on ne va pas gagner Vladivostok. Donc, et sachant que, en ce qui concerne Hitler, Staline avait été déporté en Sibérie orientale, donc il connaissait la Sibérie orientale. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'endurance aussi. Et quand je vous parlais tout à l'heure du temps, le temps peut continuer, la guerre ukraino-russe peut durer 10 ans, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas d'avancée majeure d'un camp ou de l'autre à l'heure actuelle. Donc elle peut durer 10 ans. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y aura fatalement un moment où les gens seront fatigués et puis il y aura beaucoup trop de morts. Trop de blessés. On oublie toujours les blessés. On parle des 1 500 000 morts de la guerre de 14. On ne parle pas des 3 millions de blessés, amputés, gueule cassée de la loterie nationale que nous avons vu, enfin que moi j'ai vu lorsque j'étais jeune. Et puis tous les suicidés. Les gens qui ont été démobilisés le 11 novembre 1918 ou quelques jours après et qui ne sont pas rentrés chez eux parce qu'ils étaient défigurés. Donc ces gens-là, ils se sont suicidés ou ils ont inventé une autre vie. Et on a dans tous les villages de France des monuments aux morts qui ont été construits dans les années 20 ou 30. Il n'y a pas un village, je crois qu'il y en a un ou deux, où il n'y a pas de victimes. Donc est-ce que c'est ça qu'on veut ? Oui, mais est-ce que la guerre ne fait pas partie de la vie ? Alors là-dessus, il faut parler de la Société des Nations et de l'ONU. Ben, on va en parler tous ensemble. Mais vraiment, cette dernière question, voilà, est-ce que la guerre ne fait pas partie en réalité de l'immuable Alors, vous avez une réponse, c'est ce que se préparait à dire... Non, attendez. Ce que préparait à dire François Desplat, c'est la mise hors la loi de la guerre par le pacte Briand-Kellogg, 1927 1928. 28. Briand, on ne le présente pas. Aristide Briand, c'est l'homme de la loi de séparation et de la conciliation. C'est l'homme de la réconciliation franco-allemande. Et c'est celui qui, à la Société des Nations, arrière les mitrailleuses, etc., les discours très connus. Mais c'était une tentative de faire une Société des Nations qui portait très bien son nom, d'ailleurs, où les gens étaient civilisés. Quand vous dites que c'est dans l'ADN des hommes, oui, bien sûr. Bien sûr, et surtout chez les hommes, parce que c'est lié à un phénomène de compétition, etc. Mais il faut aussi savoir ne pas être un animal. Marx disait « l'homme est un animal humain », ou Engels, je crois d'ailleurs. L'homme est un animal humain. Mais on est des hommes, oui, on n'est pas des animaux. Malgré la Société des Nations, malgré l'ONU, malgré les conventions de Genève, c'est toujours le plus fort qui dicte la loi. C'est pas le droit de la guerre qui dicte la loi. Ça, c'est faux, ça. Alors, on va en débattre. Bismarck vous donne raison, mais est-ce que Bismarck a gagné ? Ben oui. Sur le long terme, je ne suis pas certain. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.